étudions ce scandale numéro 1, puis n'hésitez pas à commander. Bien sûr, je fais des pauses pour pouvoir lire avec grand bonheur vos commentaires, qui est le signe, évidemment, d'une part de votre intérêt, et puis surtout de votre participation. C'est ça qui importe. Donc, scandale 1. Zut! On est en pénurie de masques, hein. C'est quand même incroyable. Encore une fois, j'insiste, mais il faudrait que je vous remette le lien. Allez voir, c'est l'émission complète, hein. Moi, j'ai mis qu'un court extrait dont je suis content du succès, mais il y a une émission d'1 heure. André Berkoff a interviewé Christian Perron, et là, je peux vous dire que c'est sans langue de bois, et c'est vraiment intéressant. Professeur Perron, quand Jean-Paul, et on a beaucoup de ça à la radio, à Sud Radio, on reçoit énormément de gens. Et c'est vrai que le citoyen lambda, il se dit, que fait-on? À votre avis, comme ça, je vous dis pas, vous n'allez pas vous en transformer en homme politique, mais quand on dit que fait-on, qu'est-ce que peut faire? Effectivement, c'est une vraie question qui s'adresse à tout le monde. Que peut faire un citoyen, un simple citoyen qui va qu'à ses occupations ou pas, etc. Le pauvre citoyen, il va pas pouvoir faire grand-chose à part aller dans la rue, mais je pense que vraiment, il faut mettre à plat tout le mode d'évaluation en santé. C'est pourri d'un bout à l'autre depuis 20 ans, avec les grands journaux scientifiques qui publient des données foireuses financées par l'industrie. Et malheureusement, tous mes jeunes collègues, ils font leur carrière pour être professeurs, ils doivent suivre le système, publier dans ces journaux. Donc c'est... Vous voulez dire que c'est un cercle vicieux? C'est un cercle vicieux parce qu'évidemment tous les gens de l'académie, les présidents des sociétés savantes, il peut y en avoir des vingtaines de sociétés savantes qui vont dire que je dis des horreurs, mais c'est la réalité, ils sont tous pourris et il faut remettre tout ça à plat. Je ne peux pas faire ça tout seul, il faut qu'il y ait des hommes politiques courageux qui viennent dans l'arène pour dire stop et vraiment mettre un stop à toute cette corruption. Il faut jeter dehors les lobbyistes à Bruxelles parce que les lobbyistes... l'industrie pharmaceutique fait partie des premiers, joue un rôle. Moi, récemment, j'étais contacté par un gars qui était lobbyiste à Bruxelles, qui travaille dans l'industrie. Il m'a dit, il y a 20 ans, il y avait 0 lobbyiste à Bruxelles, que quelques Américains, pas quelques Anglais, et maintenant, les lobbyistes à Bruxelles, ils sont partout. Ah ouais, c'est un métier qui rapporte. Voilà. Ça m'a fait rire parce que une fois j'avais regardé dans un bouquin de Philippe de Villiers qui avait dit quand il était député à Bruxelles, il avait mis sur la porte de son bureau interdit aux chiens et aux lobbyistes. Mais les lobbyistes, il faut les foutre dehors. C'est des gens qui sont là pour corrompre. Et tant que les autorités politiques n'auront pas compris ça, on sera toujours manipulé par des milliards d'euros de l'industrie. Donc, vous allez trouver beaucoup de détails. Donc, scandale 1, zut, on est en pénurie de masques. La terrible crise sanitaire que nous avons traversée a été un formidable révélateur de ce qu'est réellement le pouvoir et notre président. Celui-ci n'a pas attendu pour mettre en cause ses prédécesseurs, les blâmant, sans aller cependant jusqu'à les nommer pour leur imprévoyance. C'est du moins ainsi qu'il a présenté la situation. Franchement, s'en prendre à eux pour détourner l'attention, ça ne se fait pas. À partir de 2011, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stock de masques, nous rapporte la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye le 20 mars de cette année, a raison. On a en effet à cette époque 1 milliard de masques qu'on bazarde. Le président d'alors étant Nicolas Sarkozy, notre colère ne doit pas se tromper de destinataire. Or, je relis l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, sur la manière de gérer les stocks de masques. Avis relatif à la stratégie à adopter concernant le stock état de masques respiratoires. Cet avis, je l'avais signé en tant que président de la commission maladie transmissible du HCSP le 1er juillet 2011. Je n'ai pas à rougir de ce texte, tout y était prévu, avec des recommandations précises pour l'État. Si nos autorités l'avaient suivi, on aurait limité la débâcle. En 2013, c'est François Hollande qui est président. Il décide de ne pas renouveler le stock de masques français. Marisol Touraine, ministre de la Santé du moment, ne scie pas. Jérôme Salomon ne prend pas non plus fourche ou flambeau pour acculer le chef de l'État d'alors à commander des masques. Et il est conseiller en charge de la sécurité sanitaire au sein du ministère de la Santé. Il sait de quoi il parle tout de même.
Et à ce moment-là, il nous dit clairement qu'on n'a pas besoin de masques. Dans le même temps, Jérôme Salomon prévient le candidat Macron que la France n'est pas prête à faire face à une urgence sanitaire, notamment une épidémie. C'est en tout cas ce que rapportent les Macron Leaks, ces notes confidentielles envoyées à la garde rapprochée du futur président et obtenues par le piratage des messageries de plusieurs dirigeants de l'AREM. Alors évidemment, là, ça peut jeter le trouble. On se dit qu'Emmanuel Macron, maintenant devenu chef d'État, passera tout de suite commande de masques pour son peuple, au cas où on en ait besoin. Comme dans le cas des dernières épidémies auxquelles on a dû faire face, grippe pandémique H1N1, SRAS, Ebola. Sauf qu'il n'a pas le temps. Depuis qu'il est à l'Élysée, il est en pleine tempête. Il doit gérer les manifestations des Gilets jaunes, des étudiants, des fonctionnaires, des retraités, avocats, policiers. Les cyniques disent, comme Victor Hugo, que gouverner, c'est prévoir. Cela me rappelle mon indignation lorsque j'étais dans les cortèges de médecins battant le pavé pour dire que le gouvernement était lamentable concernant sa gestion de l'AP-HP, assistante publique hôpitaux de Paris, pour râler contre le manque de moyens de personnel. D'autant qu'au début de la crise du coronavirus, notre président affirme qu'il ne peut absolument pas présager de ce qui va se passer. Sa ministre de la Santé est on ne peut plus rassurante. Elle explique le 24 janvier que le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation dans la population est très faible. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Traduction, comme pour Tchernobyl, le Covid-19 s'arrêtera aux frontières. Tout va bien. Nous, les infectiologues, spécialistes de ce genre de virus, sommes doublement rassurés d'entendre la même Agnès Buzyn dire 2 jours plus tard qu'aucune pénurie de masques n'aura lieu en France en cas d'épidémie du virus sur le sol français. Comme elle est tout sourire en l'annonçant, elle dit même que d'ailleurs nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Si on en a besoin, on peut dormir sur nos 2 oreilles. N'oublions pas que la ministre est médecin de formation. Elle sait donc de quoi elle parle. Sauf qu'on découvre, ébahi, un courrier du 30 janvier 2020 du professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Il est adressé au professeur Geneviève Chêne, directrice de santé publique France et future membre du conseil scientifique de l'Élysée. Dans cette lettre, il demande à Madame Chêne, pour gérer la crise à venir, de commander 1 100 000 masques. Un peu plus de 1 million de masques, donc, pour toute la France. Malades, soignants, professions exposées et même population générale, en pleine crise majeure. Pour combien de Français ? Ça ne fait pas lourd. Et je ne compte même pas les départements et territoires d'outre-mer. Un nombre ridicule donc, alors que les stocks sont au plus bas. Et pour couronner le tout, avec 40 jours de retard. 40 jours de retard. Jérôme Salomon, en expert de santé publique, n'a semble-t-il pas bien compris que la quarantaine, ça ne s'appliquait pas aux décisions. Avant de nous quitter, la ministre de la Santé Agnès Buzyn prend 2 mesures phares confirmées par son successeur Olivier Véran quand il arrive le 17 février. Il envoie à l'étranger les derniers masques qui nous restent. C'est déjà très fort, mais, et c'est encore plus fort, il ramène le virus en France à bord des avions de l'armée de l'air. C'est l'un des aspects les plus méconnus de la crise sanitaire qui nous a frappés. Un communiqué du Quai d'Orsay annonce, en effet, qu'un Airbus A390, affrété par la France, a bien envoyé en Chine 17 tonnes de matériel médical. Quelques jours plus tard, on apprend notamment dans un article du Point, en date du 29 février, que le foyer épidémique de l'Oise est parti de la base aérienne de Creil. Parce que les dizaines de personnes, militaires et civiles, qui ont participé au repatriement des Français vivant à Wuhan n'ont pas été confinés après leur retour. Je ne leur en veux pas, ils n'ont fait que leur boulot et dans des conditions difficiles. Mais qui a conseillé les militaires sur les mesures à prendre ? Le ministère des Armées a pourtant publié le 16 mars un communiqué catégorique démontant en bloc tout lien entre ce vol Wuhan-Paris et la transmission du coronavirus dans l'Oise. Fort bien. Mais alors pourquoi l'un des premiers et plus gros foyers épidémiques apparus sur notre territoire dans l'Oise est-il apparemment parti de la base aérienne de Creil ? Masque contre virus, une belle opération d'import-export. Là où je commence à me poser des questions, c'est quand je vois qu'Agnès Buzyn quitte le navire au moment où le Covid-19 s'immisce chez nous, pour aller parler trottinette à Paris, et qu'enfin j'entends
La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, déclarait à l'issue du Conseil des ministres le 17 mars. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies, car ce n'est pas nécessaire si l'on n'est pas malade. Les masques, ce n'est pas nécessaire si l'on n'est pas malade. Certes, elle n'a pas fait médecine. Mais faut-il être médecin pour deviner qu'une personne qui tousse, l'un des symptômes phares du coronavirus, va aller voir son pharmacien ou son docteur? Que le malade va de fait contaminer le professionnel? Alors bien sûr, d'aucuns diront que l'entendre annoncer que les masques ne sont pas nécessaires, alors que des grappes entières de médecins, chercheurs, professeurs du service public s'indignent tous les soirs au JT, expliquant qu'il en faut des tonnes, et vite, peut donner envie de la juger irresponsable. Au moins d'être tenté de douter de sa compétence. Sauf que ce sont les Français, paraît-il, les grands responsables. Et c'est pour ça qu'ils n'auront pas de masque. Parce qu'ils ne sauraient pas comment les mettre, comme le dit toujours inspiré la porte-parole du gouvernement qui ne cesse de nous étonner. Je pourrais dire, je suis une ministre, je me mets un masque, mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, on a du virus sur les mains, on en a une utilisation qui n'est pas bonne et cela peut être contre-productif, dit-elle le 20 mars sur BFM TV. La plupart des personnels de santé savent mettre un masque depuis longtemps, mais sans doute pas les Français, dites-vous? Non, si bêtes, les Français ne sont pas si bêtes, parce que, c'est vrai, se mettre 2 élastiques sur les oreilles et déplier un bout de tissu ensuite, puis bien serrer la petite barrette sur le haut du nez, c'est de la technique de pointe, il faut sortir de Polytechnique. Pas de protection pour le peuple, donc, pas pour les pharmaciens, médecins de ville, caissiers, tous ceux qui sont au contact du public. Mais heureusement, nous les soignants, on en aura, hurrah, puisque Olivier Véran annonce le 17 mars sur France Inter que nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés face à la maladie et de soigner les malades. Alors que je suis en train d'ériger une statue à l'effigie de notre ministre de la Santé, la foudre s'abat sur moi. En fait, même nous, les premières lignes, on n'aura finalement pas de masque non plus. Ah si, on en aura, paraît-il, 1 pour 10 soignants. Et pour la semaine. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est aussi que ces derniers jours, la logistique a été très complexe à gérer, dit le ministre. Et là, on peut se laisser aller à penser qu'il nous balade. Comme tu dis, Aline, elle n'a pas peur du ridicule, si bête. Mieux vaut prévenir que guérir. La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, elle, a été plus prudente que le gouvernement. Elle a commandé 2 millions de masques en Chine pour les maisons de retraite de sa région. À peine l'avion atterri début avril, la cargaison de masques est détournée sur le tarmac par l'État. Véridique. Il est vrai que quelques jours auparavant, on a assisté à des détournements de commandes de masques par certains pays. La Chine, ou plus précisément 2 associations caritatives de Chine, proposent d'envoyer 1 million de masques à la France. On attend, mais on ne voit rien venir. Les masques n'arrivent pas. L'avion a disparu des radars. Qu'à cela ne tienne, les Chinois décident d'en envoyer un autre. Le détournement le plus spectaculaire est filmé sur un aéroport chinois. 2 avions remplis de masques s'apprêtent à décoller pour la France. Des émissaires américains arrivent à l'aéroport avec des valises d'argent liquide et raflent le stock. Faut le faire, hein. La cargaison va aux États-Unis, on se croirait au Far West. Ce n'est pas grave, Olivier Véran a encore de bonnes paroles en réserve. Il parvient à dégoter des masques en France. Patatras, ils sont revendus au marché noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Heureusement, Christophe Castaner intervient. Une cellule interministérielle de crise se monte à Beauvau. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, finit le trafic. La police française met la main sur 40 000 masques, périmés, puis 15 000 autres. Les jours qui suivent, je suis dans mon service quand j'apprends ça. Je me joins à la danse de la joie, si j'ose dire, qu'entament les soignants dans tous les hôpitaux et les maisons de retraite, EHPAD, ainsi bien sûr que les généralistes et les soignants de ville. Grâce à ça, on va au moins tenir 2 jours. Le plus tragique, ce serait comique en des circonstances moins dramatiques, c'est que Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, annonce fièrement à la télé que des millions de masques ont été commandés et qu'ils arriveront, tenez-vous bien, en juin. Oui, en juin, c'est-à-dire quand la première vague épidémique sera derrière nous. Dormez, braves gens, on vous protège. Trêve d'ironie.
Le gouvernement sur la gestion des masques n'a pas été lamentable, il a été bien plus que cela. Non seulement il n'a pas protégé ses soldats sur la ligne de front, les soignants, mais il a méprisé toutes les professions qui étaient aussi exposées à l'infection au coronavirus. Je parle des pharmaciens qui recevaient des malades et ont été contaminés par milliers. Je parle des 10 000 policiers contaminés car obligés de s'approcher pour vérifier les autorisations de sortie des Français. Et je n'oublie pas les éboueurs chargés de ramasser nos poubelles, les caissiers et autres personnels d'entrepôt, les hommes et femmes de ménage des hôpitaux, les journalistes disséminés dans les services Covid-19 pour couvrir l'actualité, les services funéraires, les laborantins à qui l'État a transmis la mission de dépistage. Je n'oublie pas non plus les routiers, ceux qui approvisionnent la France en nourriture ou en oxygène, entre autres. Tous ces corps de métier, au cœur de la plus grande crise sanitaire de ce siècle, étaient en première ligne, sans protection. Pendant ce temps, dans de nombreux pays, y compris en Europe, on distribue gratuitement des masques à l'entrée des transports en commun. Il me semble qu'il était temps, puisque ce gouvernement nous a laissés sans masque, de démasquer leur incompétence à eux. Voilà, si vous n'êtes pas aussi abasourdi que moi, certes on le savait déjà, mais c'est bon de le lire, vous voyez, et de ne pas oublier trop vite, et pas du tout si c'est possible, cette série de scandales. Il va y en avoir 11, donc voilà pour le premier ce soir.